l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes compotes de pommes, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente mon top 10 de mes jeux de placement d'ouvriers favoris. Alors, juste un petit d'entrée de jeu, j'aimerais vous mentionner que la mécanique de placement d'ouvriers, malgré que plusieurs d'entre vous adorez cette mécanique et que certains d'entre vous, même c'est votre préféré, pour ma part, c'est une des mécaniques que j'aime plus ou moins ou qui ne m'enchante pas tant que ça, pas parce que je trouve ça plate ou que les jeux de placement d'ouvriers ne m'intéressent pas en général, c'est simplement parce que j'ai l'impression qu'on en a tellement fait, on en a tellement produit, qu'à un moment donné, quand on dit « Ah, un nouveau placement d'ouvriers », pour moi, je suis comme ah, pas un autre énième. Ça me dérangera pas d'y jouer, ça va me faire plaisir, mais on dirait que je suis un petit peu lent. J'ai l'impression que on est saturé de différents worker placements, à moins de créer une espèce de variante vraiment le fun. Mais ceci étant dit, ce n'est pas parce que moi je n'aime pas particulièrement cette mécanique-là qu'elle n'est pas désirable dans un jeu, même qu'au contraire, elle peut être favorable. Et c'est ça que je veux vous montrer avec cette vidéo-là, c'est vous dire quels sont les jeux que j'aime beaucoup qui vont emprunter cette mécanique-là et pourquoi j'aime ces jeux-là dans leur ensemble, mais aussi pourquoi est-ce que le worker placement dans ce jeu-là en tant que tel m'interpelle beaucoup. Puis avant de continuer, pourquoi pas me laisser un petit pouce vers le haut déjà là et mettez la vidéo sur pause. Dites-moi dans les commentaires quel est votre placement d'ouvrier préféré. Dites-moi si vous appréciez beaucoup cette mécanique-là et pourquoi vous l'appréciez ou au contraire si vous n'aimez pas du tout cette mécanique et pourquoi ne l'aimez-vous pas. Enfin bref, donc je vous donne 30 secondes puis on se voit dans à peu près 10 secondes. Dans le fond, tu peux mettre sur pause puis après ça, je continue avec mon top 10 sans plus attendre. Mon numéro 10 est un jeu qui est paru dans le début des années 2000 et qui a vu une réédition il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était l'année passée. Il s'agit de Caylus 1303, donc un jeu vraiment de positionnement d'ouvriers, de placement d'ouvriers vraiment à sa plus simple forme, à sa forme la plus pure, où est-ce que vraiment on va avoir différents emplacements. Ces emplacements-là vont nous permettre de récolter des ressources. Ces ressources-là vont nous permettre de construire différentes étapes du château ou encore même bâtir différents bâtiments. Mais il y a deux choses qui m'interpellent beaucoup dans Caylus. La première, c'est que lorsqu'on construit un bâtiment, on va le placer en jeu et par la suite, ce bâtiment-là devient un nouvel emplacement où est-ce qu'on peut placer ses ouvriers. Donc là, on va avoir une espèce d'évolution très intéressante qui va changer d'une partie à l'autre. Oui, évidemment, on va voir un certain pattern se dessiner, mais ça ne change pas que je trouve ça très intéressant de construire et que les autres joueurs puissent bénéficier de ça tout en obtenant un bonus, une récompense personnelle par rapport à ça. La deuxième chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que non seulement c'est possible que, comme dans les autres worker placements, on n'aille pas à sélectionner les différents endroits. Ça se peut qu'il y ait un endroit qui ne soit jamais sélectionné de la partie. Mais en plus de ça, ça se peut que certains endroits qui ont été sélectionnés ne soient pas activés à cause du principe du prévôt. Donc le prévôt, en fait, c'est une espèce de petit meeple qui ressemble avec un monsieur sur un cheval. Il va se promener, en fait, sur cette espèce de piste-là et les actions des espaces où est-ce qu'on place nos ouvriers se terminent là où le prévôt se trouve. Donc là, on a vraiment une espèce d'interaction de tir à la corde un petit peu de où est-ce qu'on veut placer ce prévôt-là, mais au-delà de ça, il faut vraiment être capable de lire qu'est-ce que les autres joueurs vont faire, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour leur tour, soit pour leur couper l'herbe sous le pied, ou encore même être capable de se contenter soi-même de qu'est-ce qu'on va pouvoir activer. Donc pour moi, vraiment, cette dynamique-là de jeu fait en sorte que le positionnement d'ouvrier dans Caylus me fascine beaucoup et que j'apprécie grandement. Ce jeu-là ne sera peut-être pas fait pour vous si vous n'aimez pas les jeux où est-ce qu'on peut vraiment être méchant les uns envers les autres, parce que ça peut devenir très très mean. On peut vraiment venir casser les plans des autres joueurs. Ça ne veut pas dire que votre partie va mal aller, mais ça veut probablement dire que certains de vos plans à long terme devront être échelonnés sur plusieurs tours
à cause du fait que certains joueurs vont vous arrêter ou vous ralentir. Mais ça ne change pas que c'est pas inintéressant, même au contraire, je trouve que cette dynamique-là rend le jeu vraiment plus vivant que la plupart des jeux de placement d'ouvriers où est-ce qu'on fait juste poser son ouvrier, on reçoit des ressources d'Atidator. Là, on a à réfléchir à ce que les autres font. Donc, Calus, mon numéro 10, c'est vraiment un superbe jeu. Mon numéro 9 serait probablement plus haut dans cette liste-là, et c'est simplement parce que je n'y ai pas joué énormément. Il s'agit de City of the Big Shoulders. Alors, City of the Big Shoulders, c'est un jeu qui va emprunter une gestion de ressources euros avec le système de market, de marché, de stock market des 18xx. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la fusion entre les deux mondes. C'est de voir aussi les positionnements, les espèces de tuiles qui vont s'installer de plus en plus pendant la partie. Donc, on va ajouter des espaces d'ouvriers sur le plateau et on va récolter des ouvriers. On n'en a tellement pas beaucoup et chaque fois qu'on va se placer à un endroit spécifique, eh bien un joueur pour récolter de l'argent si cet espace lui appartient, on va devoir payer pour obtenir des ressources pour faire fonctionner en fait nos différentes usines et ces usines-là vont en fait nous donner un certain pouvoir, un certain bénéfice, des dividendes en fait selon ce qu'ils vendent au marché et par la suite on peut acheter davantage d'actions et plus qu'on achète des actions d'une compagnie, plus la compagnie augmente de valeur, ce qui fait en sorte que nos actions, on essaie de les acheter le plus bas possible pour qu'à la fin de la partie, on les revende au plus haut montant et le joueur ait le plus d'argent en fin de partie gagne. Mais la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce jeu-là, c'est vraiment la dynamique de jeu qui peut devenir, si on joue la version avancée, ça peut devenir très coupe-gorge encore une fois. On peut vraiment établir des espèces de stratagèmes pour casser le rythme de jeu des autres joueurs. J'aime aussi le fait que chaque partie va présenter son lot, encore une fois comme Calus, va présenter son lot d'espace d'ouvriers qui va être complètement différent d'une partie à l'autre. Et non seulement ça, ben, les joueurs vont placer certaines tuiles. Des fois, c'est parce qu'ils ont besoin d'une certaine action eux-mêmes ou d'autres fois, mais c'est parce qu'ils veulent faire en sorte que les autres, ils veulent attirer les joueurs vers cette tuile-là en question, ce qui va faire en sorte que ben, ils vont récolter de l'argent de leur part. Donc, toute cette dynamique-là est super intéressante dans City of Big Shoulders. Peut-être le côté un petit peu, peut-être ce qui va déranger certains joueurs, c'est tout d'abord, le fait que c'est un jeu qui est quand même assez complexe. Je veux dire, on s'entend, là, on va s'asseoir devant ce jeu-là et il y a quand même un bon lot de règles. C'est quand même fluide, mais il faut vraiment avoir cette espèce de pente là, d'apprentissage qui va devoir être montée. L'autre chose, c'est que c'est un jeu qui peut quand même être long. Quand on va être habitué, on peut parler d'un 2h30, 3h, mais la première partie, c'est sûr certain que c'est un bon 3-4 heures. Et finalement, peut-être l'autre chose, c'est il y a de l'argent en papier. Donc là, ça dérange beaucoup de joueurs. Mais on peut remplacer ça par des jetons de poker. C'est ce que d'ailleurs le livre des règles nous propose de faire. Mais City of the Big Shoulders, si vous avez envie d'un jeu économique qui est vraiment flamboyant, qui va vous demander de gérer des ressources, qui va vous demander de gérer des actions d'une compagnie, de gérer un portefeuille d'une compagnie, mais au-delà de ça, de devoir surveiller qu'est-ce que les autres joueurs font avec leur compagnie pour aller investir ou même désinvestir dans leur compagnie. C'est un superbe jeu vraiment là, extraordinaire, City of the Big Shoulders, et comme je dis, probablement qu'il serait plus haut dans mon top si j'y avais joué davantage. Malheureusement, c'est qui est difficile à sortir parce qu'il est quand même complexe et bien volumineux, bien juteux. Mon numéro 8 est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a vraiment renversé la première fois que j'y ai joué. J'y ai rejoué encore et encore. Et c'est un jeu que je vais probablement garder très longtemps dans ma bibliothèque, voire même, je pense pas m'en départir. Il s'agit de Tales of the Northlands, Sagas of Nogging the Nog. Et dans cette espèce d'univers-là, on est lancé dans un espèce de dessin animé des années 60 british. Et on va réincarner en fait une espèce de Nog qui est un genre de viking, un peuple du Nord qui veut essayer de rétablir la royauté de Nogging the Nog, qui est notre roi, avant que son oncle, Nogbad the Bad, puisse prendre le pouvoir du pays.
Maintenant, ça a l'air un petit peu abstrait cette mécanique-là, mais ce qui est vraiment fascinant, cette histoire-là, pardon, mais ce qui est fascinant dans ce jeu-là, c'est vraiment l'espèce d'amalgame des différentes mécaniques qui sont interposées ensemble, non seulement au niveau de l'ordre, la manière que l'ordre de tour fonctionne, mais aussi le worker placement, le placement d'ouvriers en tant que tel. En fait, ce que c'est très simple, c'est que on va avoir un nombre X de meeples, et ces meeples-là vont se placer dans un endroit, et là j'en pose un, je vais faire l'action. Si je veux faire l'action de nouveau pendant ce round-ci, il va falloir que j'en place un second, donc je vais en placer 2 maintenant au lieu de 1, et par la suite je vais devoir en poser 3, ensuite de ça 4, et ainsi de suite, ce qui fait en sorte qu'on se doit de calculer comme il le faut nos différents ouvriers que l'on a, et vraiment calculer comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher le plus possible dans une seule et unique action à cet endroit-là spécifique. Et non seulement ça, on ajoute aussi une autre mécanique que je trouve vraiment le fun. Dans le jeu, le but, c'est d'aller, évidemment, faire des points. On va faire des points en se dirigeant vers ce qu'on appelle des sagas. Chaque saga va avoir un certain nombre de chapitres, et plus tôt on investit dans une saga, par exemple dans un premier chapitre, plus de points, on va faire plus de points. Par contre, nos meeples qui sont dans cette saga-là ne pourront pas bouger, ne pourront pas être utilisés pour d'autres choses jusqu'à temps qu'on conclue cette saga-là, et tous les joueurs doivent collaborer ensemble pour faire en sorte que cette saga se conclue, ce qui fait en sorte qu'il faut être capable de collaborer, coopérer ensemble pour s'assurer que vraiment une saga se conclue, et une fois que cette saga-là se conclue, on récupérera de nouveau nos meeples, on pourra récupérer d'autres ressources. Donc on a vraiment cette espèce de réflexion là à long terme à avoir sur le fait que, bon, ok, je vais en avoir 3 ou 4 de mes meeples qui vont être partis pendant un bon bout de temps. Je vais espérer que les autres joueurs investissent dans cette saga-là. Je vais espérer qu'on puisse être capable de collaborer ensemble pour éviter que Knockbad de Bad puisse prendre le contrôle du pays. Mais toutes ces mécaniques-là ensemble, cette espèce d'ambiance semi-coopérative est vraiment bien réussie dans Tales of the Northlands. Probablement quelques petits points à mentionner. La première, c'est que peut-être il y a certains caveats, certaines petites ambiguïtés au niveau des règles qui peuvent arriver à certains moments dans le jeu, ce qui fait en sorte que ça peut devenir fatigant parce que des joueurs pourraient regarder dans le livre des règles, et on sait très bien comment est-ce qu'on n'aime pas ça quand on est arrêté pendant le jeu pour regarder si une règle est bien faite comme il faut. Mais ça peut arriver dans Tales of the Northlands. L'autre chose, c'est que c'est un jeu qui est un petit peu difficile à acquérir. Donc, c'est sûr certain que si vous cherchez ce jeu-là, ça se peut que vous le trouviez à un prix très, très, très élevé et malheureusement, il est discontinué. Mais ça n'enlève rien du tout à ce jeu-là, et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être essayé, particulièrement si vous aimez la mécanique de pose d'ouvrier. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment offrir sa saveur. Mon numéro 7 est un jeu qui emprunte, oui, la mécanique de pose d'ouvrier, mais c'est pas nécessairement la mécanique principale ou encore une mécanique qui est mise de l'avant, mais qui est vraiment au centre même du jeu. Il s'agit de This War of Mine. Dans This War of Mine, en fait, on est dans une guerre civile en pleine explosion, et on est dans cette espèce de petite maison délabrée où l'on doit essayer de survivre. La mécanique de worker placement fonctionne de façon très simple, c'est-à-dire qu'on va assigner différents endroits à nos différents survivants. Ça se peut qu'à un moment donné, on se retrouve avec un seul survivant. Ça se peut que des fois, on se retrouve avec 3 ou même 4 survivants. Puis il faut essayer de les gérer du mieux qu'on peut, malgré leurs défauts, malgré le fait qu'ils vont perdre en force, ils vont gagner en fatigue, en maladie. Bref, c'est un jeu qui va toujours mal, qui va jamais bien, et c'est tellement difficile de naviguer, de manœuvrer à travers tout ça à cause des différents événements. Le hasard aussi des fois va vraiment à l'encontre de ce qu'on va faire. C'est frustrant, mais c'est tellement immersif, et je trouve vraiment que dans ce jeu-là, This War of Mine, la mécanique de worker placement, c'est quasiment pas apparent, c'est quasiment pas comme, tu sais, c'est vraiment pas tu joues à ça et tu vois tellement la narration davantage que le
positionnement d'ouvrier dans ce jeu-là. Puis c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que j'ai joué à ce jeu-là, puis je me suis dit, hey, c'est un worker placement, ça, puis j'aime vraiment ça. Si vous aimez les jeux narratifs avec une trame forte, très dramatique, qui est vraiment dur. C'est difficile de lire ça à certains moments parce que c'est très visuel, c'est très gore à certains endroits. Mais que vous aimez vraiment ce genre de narration-là, allez-y. C'est un jeu de 18 ans et plus par contre, donc à éviter de jouer avec des enfants. Et surtout, c'est un jeu qui peut encore une fois avoir certaines ambiguïtés par rapport au livre des règles. Et là, on a un petit problème parce que les règles sont cachées à travers un livre d'exploration. Donc là, il faut tout le temps aller vérifier puis aller voir, ok, j'ai la misère avec telle règle, il faut que là, tu essaies de fouiller dans le livre d'exploration sans trop lire qu'est-ce qu'il y a à travers ces différentes lignes-là. Donc ça, il y a aussi le fait que c'est un jeu qui peut être joué dans une espèce de range de 1 heure ou 2 avec un défi particulier ou une longue campagne de 9 heures. Donc tu le laisses sur la table et tu joues tel quel, mais je vous le garantis, si vous voulez une expérience immersive qui va vous chavirer, qui va vous faire réfléchir, qui va vous rendre un peu plus aussi alerte par rapport à ce genre d'événement-là, ben This War of Mine va vraiment vous charmer. Mais je vous avertis, c'est pas un jeu c'est vraiment une simulation. Donc c'est pas un jeu qui est ludique, qu'on sort de là avec le sourire. Non, au contraire, on va sortir de là avec la tête basse. On va se poser des questions. Mais ça reste quand même un chef-d'œuvre selon moi. Mon numéro 6 est un jeu qui est connu de tous et de chacun et les joueurs que je rencontre aiment habituellement son petit frère. Mais moi j'aime beaucoup le grand frère, hein, l'aîné de la famille, Agricola, qui est juste là d'ailleurs. Agricola, c'est un jeu de placement d'ouvriers, où est-ce qu'on va devoir nourrir nos ouvriers, on va devoir gérer notre petite ferme, on va devoir s'assurer de bien construire nos choses pour qu'à long terme, on puisse être capable d'avancer, de pas trop subir de faim. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans Agricola, c'est aussi le fait qu'on a une même carte et cette espèce de côté engine buildé-là va vraiment devenir super intéressant. La raison pour laquelle Agricola m'interpelle beaucoup en tant que placement d'ouvrier, c'est que je trouve ça vraiment... le placement d'ouvriers de Uwe Rosenberg en général, je le trouve super intéressant, où plus on va attendre à un certain endroit, plus cet espace-là peut ramener des ressources et il faut y aller en conséquence de où on veut y aller. Il faut prioriser aussi dépendamment de où les autres joueurs veulent aller. Il faut regarder un peu le jeu des autres joueurs aussi pour se dire, ok, est-ce que les autres vont se diriger davantage vers une espèce d'utilisation des animaux ou davantage au niveau des plantes, hein, au niveau des citrouilles par exemple, etc. Donc, c'est vraiment d'être capable de voir où est-ce que les autres joueurs s'en vont et moi, qu'est-ce que je peux aller chercher pour être vraiment dans dans la bonne lignée où est-ce que je me ferai pas, je compétitionnerai pas nécessairement contre les autres. Évidemment, à 4 joueurs, ce n'est plus le cas. Il va falloir compétitionner contre tout et rien. Mais ça reste que il y a des choix qui sont très déchirants et des très beaux choix. Il y a beaucoup de décisions que tu te dis, ok, je vais perdre à un endroit, mais je vais gagner ailleurs. Et est-ce que ce que je gagne est supérieur à ce que je perds? Donc, on est toujours dans cette espèce de dynamique-là de réflexion. Et au-delà de ça, comme j'ai mentionné, les cartes dans nos mains vont aussi nous diriger par rapport à ce qu'on veut faire dans le jeu. Donc vraiment, Agricola, c'est les cartes, c'est le worker placement, c'est la gestion à long terme qui me fascine. Et surtout, c'est un jeu qui se joue super bien à 2, 3 ou 4 joueurs. Certains joueurs l'apprécieront moins à cause justement d'un côté un peu plus survival, donc un aspect de survie où est-ce que bon, quand ça va mal, puis qu'on n'est pas capable de faire partir sa machine, son engin, et ça va mal, puis là, c'est long, puis on a l'impression que là, on est en train de se faire taper ses doigts. Mais faut pas abandonner, parce que oui, la première partie va être difficile, mais c'est après la première, puis après la deuxième, la troisième, qu'on commence à voir la lumière au fond du tunnel. Donc, c'est un jeu qui va vous durer beaucoup de parties, donc une bonne
centaine de parties pour être capable de faire le tour de ce jeu-là. C'est un jeu sublime, Agricola. Puis c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est maintenant considéré comme un classique du jeu de société moderne. Mon numéro 5 se trouve dans une petite boîte. C'est un auteur que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps et qui me fascine au bout. Il s'agit de Néandertal de Philippe Clown. Et comme vous voyez, c'est une toute petite boîte de rien du tout, avec un visage d'homme néandertal. Ça a l'air de rien comme ça. Tu regardes ça sur les étagères, tu dis « Ah, ça a l'air d'un jeu très familier, pas très compliqué. » Et c'est là qu'on se trompe, mes amis, parce que c'est tout un jeu qui est assez complexe, qui a son lot d'exceptions à la règle, qui a son lot de règles aussi, mais c'est un jeu hyper fascinant au niveau de la simulation. On parlait tout à l'heure de This War of Mine avec la simulation au niveau de la guerre civile. Et bien là, on est vraiment en pleine simulation d'hommes des cavernes qui essaient de se battre pour obtenir leur nourriture. Le fonctionnement, ben, le placement d'ouvriers, la manière qui fonctionne, c'est qu'on va avoir une rivière de cartes et on va avoir une espèce de poignée d'hommes des cavernes qui vont représenter un peu nos meeples, nos ouvriers. Et le nombre d'ouvriers qu'on va placer sur une carte va déterminer combien de dés qu'on va lancer. La carte va nous indiquer combien de 1 et de 2 on doit réussir pour être capable de récolter que la carte nous donne. Et au-delà de ça, ça se peut que si on roule d'autres chiffres, comme par exemple des 5 ou des 6, ben malheureusement, on perd certains de ces hommes des cavernes-là. Il y a des événements aussi qu'on ne peut pas s'attendre vraiment, qui peuvent vraiment bouleverser la partie. C'est un jeu vraiment qu'il faut prendre à la légère. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas penser à sa performance personnelle, mais davantage à l'expérience qui nous est offerte et comment est-ce que le jeu nous partage une espèce d'histoire derrière tout ça, le côté préhistorique, les aspects en fait de création de civilisation qui étaient très 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 difficiles à l'époque. C'est difficile, je veux pas, regarde, aller chasser un mammouth, ça se fait pas en criant ciseaux, là, je veux dire, hein, c'est complexe là, quand t'as juste des bâtons puis des bouts de bois, mais c'est un peu ça que ça veut représenter et ça le fait de façon superbement bien fait. À mes yeux, à moi. On a même une charte, ça c'est intéressant. On a une espèce d'aide de jeu qui va nous indiquer, en fait, ici je vais vous le montrer, là, cette espèce d'aide de jeu-là va nous indiquer, en fait, combien de pourcentage de chance on va réussir, on va avoir du succès sur les différents endroits selon le nombre d'ouvriers qu'on va placer à un endroit spécifique. Donc pour moi, je trouve que ça c'est vraiment fabuleux à ce niveau-là. Si par contre vous n'aimez pas, vous n'êtes pas le genre de joueur qui aimez le hasard d'un jeu, que vous aimez avoir une performance, que vous aimez être en contrôle, ce jeu-là n'est pas fait pour vous du tout. Vous n'êtes pas en contrôle. Il faut être capable de s'adapter. Donc, celui qui s'adapte le mieux va gagner la partie. Et au-delà de ça, ben, on peut pas s'attendre aux événements qui vont se passer. Ça se peut que ce soit destructeur pour nous. D'autres fois, ça va être une belle opportunité. C'est très rare que ça l'arrive. Mais somme toute, c'est vraiment un jeu très intéressant dans sa dynamique. Moi, je recommande fortement de voir ce jeu-là comme étant une espèce de Yadi pour gros gamers sales. Puis c'est super le fun quand on le voit dans cette perspective-là. Mais si on le voit d'une manière très ludique où, bon, ok, on est là pour performer, puis s'asseoir, puis calculer nos choses, ça se peut que ça vous déplaise, mais pour moi, c'est vraiment un worker placement que je trouve super le fun et que je vais toujours vouloir sortir, aussi à cause que ça dure 1h15, c'est pas super long, puis il y en a du stock là-dedans, je vous le garantis. Vous allez en avoir pour 1h15, à vous casser le cerveau. Mon numéro 4 est un jeu, en fait, d'un auteur qui est super gros apprécié ces temps-ci, et je pense que ce jeu-là est peut-être le plus, pas le plus boudé, mais peut-être le moins apprécié. Il s'agit de Mombasa de Alexander Pfister. Mombasa, en fait, on est en plein cœur de l'Afrique et notre but, c'est qu'on ait des espèces de capitalistes qui désiront en fait faire en sorte que certaines compagnies puissent prendre de l'ampleur à travers cet espace-là sur lequel on est. Et il y a une portion worker placement qui est super secondaire. Ok, je vous le dis là, c'est si vous cherchez un jeu avec vraiment là, comme point central de worker placement, oubliez Mombasa. C'est vraiment pas ça. Mombasa, la mécanique est tellement secondaire et je pense que c'est ça en fait qui fait en sorte que j'apprécie le worker placement dans ce jeu-là. C'est que c'est quelque chose qui est présent et qui va nous permettre d'avancer plus rapidement, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour nos tours en tant que tel. C'est-à-dire que je vais me
positionner à certains endroits, oui, mais ces endroits-là, ça va être vraiment pour récolter quelque chose que j'ai besoin absolument. Donc, je trouve ça vraiment fascinant comment est-ce que Alexander Pfister est capable de jumeler en fait différentes mécaniques, parce qu'on a aussi une espèce de gestion de cartes là-dedans. On a aussi une gestion en fait de potentiel, c'est-à-dire être capable de créer la meilleure combinaison possible avec ses cartes, créer une espèce d'engine aussi qui va commencer à rouler. Il y a vraiment des belles mécaniques qui sont implémentées et la portion worker placement est vraiment de base. On s'installe à quelque part, on va récupérer telle affaire. Mais c'est aussi un endroit où est-ce que, bon, c'est une partie centrale où est-ce que les joueurs doivent vraiment compétitionner. Et là, on est toujours en train de se dire, bon, est-ce que je veux faire ma gestion de cartes personnelle? Est-ce que je veux commencer mon engin? Où j'ai vraiment besoin de cet endroit-là en tant que tel. Donc moi j'aime beaucoup encore une fois le principe de décision déchirante qui est présenté dans Mombasa. Si vous n'aimez pas les jeux à grande envergure ou un peu plus complexes, puis qui va être très interactif au niveau de l'investissement des joueurs, Mombasa n'est peut-être pas fait pour vous, puisqu'on va investir tous dans certaines compagnies et on se bat à un moment donné pour les territoires, ce qui fait en sorte que certaines compagnies perdent la valeur parce que d'autres s'expansionnent et là soudainement cette compagnie qui vient toujours de s'expansionner va perdre du territoire parce qu'une autre va s'expansionner en tout cas. Donc on a une espèce de tir à la corde entre les joueurs qui est pas inintéressant, et en fait qui est vraiment intéressant à mes yeux, mais qui va peut-être déplaire à certains. Donc c'est clairement pas un jeu individuel où est-ce qu'on va faire nos propres choses et notre succès est basé aussi sur ce que les autres vont faire. Mais ça fait en sorte que Mombasa pour moi c'est mon jeu. Jusqu'à date, c'est mon jeu préféré de Monsieur Pfister et c'est un de mes worker placement préférés grâce à vraiment comment est-ce qu'il a réussi à implémenter de façon très secondaire le worker placement sans que ce soit central au jeu. Mon placement d'ouvrier numéro 3, il s'agit de Trickerion. Et Trickerion, je l'aime d'amour ce jeu-là. Je trouve que c'est un jeu tellement plaisant à jouer. La première chose, la thématique. Wow! Tellement un jeu agréable dans sa dynamique et dans son approche, dans sa manière de vraiment se faufiler à travers les mécaniques de jeu, à travers les différents endroits. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui est tellement le fun à jouer grâce au fait que le thème est vivant. Mais au-delà de ça, la mécanique de worker placement là-dedans me plaît à tout coup. Je trouve ça tellement intéressant de placer en fait ces ouvriers. On va placer en fait nos ouvriers, on va leur assigner un endroit avant même de les poser sur le plateau principal. On leur assigne une carte qui va déterminer à quel endroit ils vont s'en aller sur le plateau. Et là, une fois que cette programmation-là est faite, on va révéler nos cartes et là, on peut voir qu'est-ce que les autres joueurs veulent faire. Donc, on est capable de décider où est-ce qu'on veut s'en aller en priorité pour être capable de récupérer le maximum de cet endroit-là. Donc, pour moi, je trouve ça super intéressant de pas juste être dans son coin avec ses ouvriers personnels et de faire, bon, ok, il faut absolument, il m'a encore enlevé cet endroit-là. Il m'a enlevé cet autre endroit-là, etc., etc. Non, là, on est capable de faire, bon, je suis le 4e joueur, j'aurai pas la première chose que je veux, mais au moins je vais pouvoir aller chercher le maximum de cette action-là, ou du moins peut-être le bloquer à un autre joueur qui pourrait vraiment trop bénéficier de ça. Donc cette dynamique-là de vraiment avoir le plan des autres joueurs est super intéressante. Puis comme je dis encore une fois, la thématique, le fait d'aller chercher des sorts, pas des sorts, pardon, des tricks, des espèces de prestidigitateurs sommes-nous. Donc on va présenter en fait des tours de magie devant un public. Donc il faut prévoir à l'avance, il faut aller chercher nos ressources, il faut aller se préparer backstage, le présenter dans un théâtre quelconque. Et là, dépendamment encore une fois de ce que les autres joueurs font, ben ça se peut que notre tour de magie soit activé sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit. Wow, sérieusement, là, ce jeu-là. Et là, on ajoute aussi une nouvelle extension qui vient de sortir, qui n'est pas nécessaire au jeu, mais qui est un peu l'espèce d'enrobage au chocolat qui fait en sorte que on a envie d'y jouer encore et encore. C'est vraiment le fun, ce jeu-là. C'est vraiment un bel univers dans lequel j'adore me plonger dedans.
Peut-être que c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est quand même très long. Et l'autre chose, c'est encore une fois un jeu qui a beaucoup de règles et qu'il faut vraiment bâtir à long terme et voir un peu, ok, je veux m'en aller à cet endroit-là et comment est-ce que je fais pour me diriger et c'est quoi, ça va être quoi mon espèce de ligne directrice pour m'en aller là et être le plus optimal possible. Donc, c'est sûr certain que si vous n'aimez pas les jeux de longue haleine avec autant de planification, c'est peut-être pas fait pour vous, mais ça fait en sorte que ça reste que c'est un chef-d'œuvre et qui pour moi vraiment mérite d'être parlé, d'être partagé encore et encore sur les réseaux sociaux. Mon numéro 2, c'est un jeu de 2010, puis à chaque fois que je joue à ce jeu-là, je joue tellement pas souvent, mais plus que j'y joue, plus j'ai envie de le ressortir. Il s'agit de Dominant Species. Dominant Species, c'est un jeu qui est pas super, je vais le dire ainsi, c'est pas nécessairement compliqué au niveau de du placement d'ouvriers. C'est très simple. On va avoir des cylindres, on les place à un endroit. On va activer les endroits de haut en bas, dépendamment de si on s'est placé de gauche, on se place de gauche à droite pour être capable de déterminer qui va activer l'espace en premier. Mais c'est un jeu qui est super fascinant pour qu'est-ce qui va se passer. Donc l'espèce d'escalade ou l'espèce de déboulement qui se passe après avoir fait toute cette programmation-là de placement d'ouvriers, ben là, ça devient quelque chose de vraiment tangible et réel sur le plateau. Il y a des événements aussi qui sont très dramatiques, qui vont vraiment changer la partie de façon drastique. Mais ça reste quand même un jeu qui est sublime à mon avis, qui est vraiment le fun, qui va vraiment sortir des sentiers battus grâce à son interaction et son thème aussi qui est vivant et les pouvoirs en fait asymétriques entre les joueurs qui est tellement anodin, qui est très minime, mais qui vient vraiment donner une dimension immense à toutes les différentes factions. Les différentes espèces, dis-je. C'est un jeu qui est difficile à obtenir, je crois, surtout en français. Maintenant, il est discontinué en français. En anglais, il devient un petit peu difficile à se procurer. Mais si vous n'avez jamais joué à Dominant Species, attendez-vous d'être un petit peu chaviré par le fait que ça brasse beaucoup dans le domaine de l'évolution. Hein. Ça va se brasser, on va clasher ensemble. Ça va être mean, ça va être méchant. Mais au final, c'est pas parce que ça va mal à un certain moment dans la partie que c'est irrécupérable. Bien au contraire, le jeu permet que ce soit mean, que ça fasse mal à certains moments pour être capable de mieux revenir dans la partie plus tard. Donc on a cette espèce d'équilibre-là qui est vraiment jaugé par les joueurs autour de la table. Un jeu fascinant qui dure longtemps, je l'admets, les parties peuvent durer très longtemps, mais quand même qui a son grand lot de passionnés qui adorent ce jeu-là. J'en fais partie et je vous le recommande chaudement, Dominant Species, un jeu fabuleux que, comme j'ai dit, je pense que la définition que je viens de vous donner va vous indiquer si vous allez aimer ça ou non, là, selon moi. Enfin bref, allez voir davantage si ça vous intéresse. Et finalement, mon numéro 1, ce ne sera pas une surprise pour beaucoup de gens, il s'agit de Boss qui est juste là. Boss. Wow! Boss, c'est vraiment... c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup jouer. J'adore m'asseoir devant ce jeu-là et de commencer à voir l'interaction qui se passe autour de la table, de voir aussi à long terme qu'est-ce que les autres joueurs veulent faire. Il y a de la discussion qui commence à émerger de façon naturelle, de façon juste organique. On va commencer à discuter. Hey, fais attention à ce que lui fait, ou as-tu vu lui ce qu'il veut faire, etc. La raison pour laquelle Boss, c'est mon jeu mon worker placement favori de tous les temps, c'est parce que tout d'abord, on a plusieurs principes qui sont très intéressants, c'est-à-dire, un peu comme Dominant Species, on va avoir cette espèce de programmation-là, de placement d'ouvriers. Et à n'importe quel moment, on peut décider d'arrêter de placer des ouvriers. Et une fois que tout le monde a passé, ben là, on va passer les actions de haut en bas. Mais les actions ne sont pas toujours faites de gauche à droite, malgré qu'on doit toujours placer nos ouvriers de gauche à droite. Des fois, les actions vont se passer de droite à gauche, ce qui veut dire que je vais être le premier peut-être à me positionner dans un espace spécifique.
Mais malheureusement, je vais être le dernier à le faire et il se peut fort bien que même si je suis le dernier à le faire, je ne puisse pas faire d'action du tout. Ça va être une espèce de worker perdu puisque la manière que les actions fonctionnent, c'est que le premier joueur à faire l'action va toujours faire l'action à son plein potentiel et ensuite de ça, le joueur va pouvoir faire l'action à son plein potentiel, moins 1, le troisième, moins 2, le quatrième, moins 3, jusqu'à temps qu'on tombe à 0. Donc ça, c'est super intéressant de voir en fait cette espèce de course / marathon / jeu de poule mouillée. Hein? Donc jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à vouloir mettre des workers à un endroit spécifique, jusqu'à quel point qu'un autre joueur est prêt à me compétitionner là-dessus. Donc ça, c'est super intéressant. Et l'autre chose que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été utilisé de façon plus... ça a été utilisé vraiment à plus grande échelle, c'est-à-dire qu'on a une espèce de pool de réserve de 20 ouvriers seulement et on a 20 actions totales pendant la partie. Donc, c'est tout. Dès qu'on n'a plus d'ouvriers, la partie se termine pour nous. Les autres joueurs continuent de jouer jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'un seul joueur, qu'il ne lui reste des ouvriers à la fin d'un round. Il y a d'autres manières de mettre fin à la partie, je ne les expliquerai pas ici. Mais ce qui est vraiment, vraiment sublime de ce jeu-là, c'est le fait que le round se termine quand l'on veut, quand on le désire pour nous. On peut en placer 1 comme on peut en placer 0, comme on peut placer 10 ouvriers dans un tour. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut être capable de bien les gérer à long terme. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, casse-tête de devoir se dire, OK, jusqu'à quel point que je veux pousser la note, jusqu'à quel point que là, ça suffit, je vais me retirer de ce combat de coq-là. Donc, c'est pour ça, moi, que j'adore Boss. Je trouve que c'est vraiment un jeu avec une dynamique particulière, unique en son genre. Ce n'est pas un jeu... c'est un jeu qui peut paraître peut-être à la limite abstrait pour certains joueurs. C'est un jeu aussi qui n'est pas salade de points, donc on ne fera pas une tonne et quart de points. On va avoir des parties qui peuvent aller jusqu'à maximum 15 points, gros max. La piste va jusqu'à 20. Moi, j'ai rarement vu des parties aller au-dessus de 10. Mais c'est ça. Donc, c'est pas un jeu... Puis c'est un jeu qu'on travaille fort. Vraiment, ça prend beaucoup d'étapes avant de faire un point. Donc, peut-être que ça va déplaire à certains joueurs qui aiment ça voir un résultat immédiat, qui aiment ça voir immédiatement l'espèce de choses arriver là, devant soi. Donc Boss n'est pas comme ça dans sa présentation, dans ses mécaniques. Mais ça change pas que Boss, selon moi, est un jeu qui sort complètement du lot, est complètement extravagant et qui mérite vraiment son lot de louanges comme étant aussi un des grands papas du worker placement. Donc moi, là, vraiment, Boss, c'est mon jeu préféré de tout le temps. Si vous voulez me faire plaisir, vous me dites « Hey, on joue ça à Boss », je vais dire oui immédiatement, ça va me faire plaisir de vous montrer ça, puis d'y jouer avec vous, puis de vous montrer à quel point je suis fasciné puis passionné par ce jeu-là. C'est ce qui conclut donc le top 10 de mes jeux empruntant la mécanique de worker placement favori. Donc c'est vraiment ces 10 jeux-là. J'aimerais savoir, encore une fois, vous, quel est votre jeu de worker placement préféré? Est-ce que vous aimez la mécanique de worker placement? Est-ce qu'il y a une mécanique en soi que vous n'appréciez pas? Est-ce qu'il y aurait une autre vidéo sur un top 10 d'une mécanique quelconque que vous aimeriez voir sur la chaîne? N'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de liker notre page Facebook, vous abonner à notre chaîne, nous suivre sur Instagram. Tous les différents liens sont dans la description ci-bas. Et sur ce, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.